Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission Un endroit où aller, où ce soir c'est le grand retour de l'émission spéciale Les Mardis de l'édition indépendante. J'ai l'immense joie de recevoir Isabelle Taillandier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Nathalie. Vous êtes la fondatrice et une éditrice de la maison d'édition La Reine Blanche. Alors avant qu'on rentre dans le détail de votre maison d'édition, je vais rappeler que Les Mardis de l'édition indépendante, c'est une série d'émissions qui est coproduite avec la Fédération des éditions indépendantes, Un endroit où aller et le soutien du CNL. Donc en général, on reçoit une maison d'édition qui se situe partout dans le territoire français. On parle de son catalogue, d'un livre, mais pas que d'un livre qui est nouveau. Ça nous permet d'explorer le fond. Et là, ce soir, on va parler de votre maison d'édition parce qu'il y a une particularité à cette maison d'édition, donc la Reine Blanche qui se situe au Vésinet. Mais je vais peut-être vous demander, Isabelle, de nous la présenter en quelques mots, votre maison d'édition, parce qu'on c'est bien que ce soit vous qui le fassiez. Très bien, merci. Merci Nathalie. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir dans cette émission. Et la maison d'édition, donc La Reine Blanche, a été créée en 2016 avec un but très précis, soutenir un genre littéraire qui est soi-disant maltraité en France, à savoir les formes courtes. Dans les formes courtes, on entend nouvelles traditionnelles, mais aussi micro-nouvelles, récits et novellas. Et j'ai ces quatre aspects des formes courtes dans mon catalogue. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre maison d'édition? Ha, ha. Alors, euh, je suis docteur en littérature comparée. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur la réception de la littérature espagnole dans l'édition et la presse française entre 1975, c'est-à-dire la mort du dictateur Franco, et 1999, la fin du XXe siècle. Et bien sûr, pour cette thèse, j'ai mis un des chapitres de cette thèse était consacré aux traducteurs pour connaître un peu comment la littérature espagnole entrait dans l'édition française, puisqu'ils sont, je les ai appelés les passeurs de culture. Et donc j'ai établi des questionnaires que j'ai envoyés à différents traducteurs de l'espagnol en leur posant diverses questions sur leur travail et sur leur lien avec les éditeurs et comment une œuvre espagnole arrivait traduite en français. Et quand j'ai eu terminé ma thèse de doctorat, euh, bon, je suis enseignante, donc j'ai repris mon activité d'enseignante, mais j'ai gardé en tête que cette admiration que j'ai eue pour beaucoup de traducteurs que j'avais interrogés, surtout deux, un qui avait été un de mes professeurs à Nanterre quand j'ai étudié l'espagnol, et un autre qui s'appelle Claude Bleton et qui est très, très connu, et avec qui j'ai eu un contact très intéressant, et ils m'ont donné envie de devenir traductrice. Et en fait, devenir traductrice était un peu la continuité logique de cette thèse de doctorat. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et en fait, une de mes amies espagnoles, en fait, ma meilleure amie espagnole, mes meilleurs amis espagnols sont tous professeurs de lettres en Espagne, m'a offert un jour un texte parce qu'elle savait que j'étais très sensible à l'histoire de l'Espagne musulmane, puisque j'ai vécu, étudié et travaillé à Grenade, et, euh, et que j'étais très sensible à cette thématique-là. Et surtout la thématique des morisques, à savoir ces musulmans qui sont restés en Espagne après la chute de Grenade et qui ont qui ont un destin tragique puisqu'ils ont été expulsés en 1611. Mais euh, elle m'a offert un texte qu'elle venait d'étudier
avec ses collégiens, un texte qui est quasiment obligatoire en Andalousie au programme des collèges et qui s'appelle alors je donne la traduction française, l'Abencérage, qui est Mm. un texte de Antonio de Villegas. Alors, je Donc vais le montrer parce que je l'ai. On va le partager. Le... voilà. Et je suis tombée littéralement amoureuse de ce texte, euh, car c'est un bijou de la Renaissance espagnole. Donc c'est un texte qui date de 1568. Et c'est un texte qui va tout à fait dans le sens de ce que je veux défendre en tant qu'enseignante, en tant que traductrice, en tant qu'éditrice, en tant que littéraire, pour résumer tout ça, à savoir la tolérance. Et l'Abencérage de Antonio de Villegas, c'est bien sûr une histoire d'amour, ce que montre très bien la couverture, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est ce que les Espagnols désignent avec un très beau mot qui s'appelle à savoir la convivencia, que nous n'avons pas de traduction pour ce mot, nous l'appelons le vivre ensemble. Et dans ce texte, nous voyons comment se développe l'amitié, le respect entre un chevalier chrétien et un chevalier musulman. Donc, c'est ce texte-là qui vous a donné envie de créer la N- maison d'édition. Non, alors je l'ai traduit. J'ai Ouais. eu envie de le traduire. Ça a été ma première traduction et je l'ai proposé à différentes maisons d'édition, qui m'ont répondu gentiment pour la plupart en me disant que ce texte était beau, que ma traduction leur plaisait, mais que voilà, c'est un texte classique et patati et patata, gna 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 gna. Et, et ça a duré comme ça 1 an et demi, les allers et retours. Et un jour, j'étais avec une de mes amies au courant de cette démarche. Je prenais un café et elle me dit, au fait, t'en es où de la traduction de ton texte espagnol? Et je lui raconte la énième déception et elle me dit, et là je suis assez en colère et je lui dis, ah, bon sang de bonsoir, si j'avais ma propre maison d'édition, j'aurais perdu moins de temps. Et là elle me regarde dans les yeux, elle me dit, eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Et ça a été le déclic. Et j'ai même pensé appeler ma maison d'édition l'Abencérage. Mais voilà, je me disais que pour un Français, ça n'était pas très porteur. Et je l'ai appelée la Reine Blanche, tout simplement parce que quand j'ai créé cette maison d'édition, j'habitais rue de la Reine Blanche à Paris, dans le 13e arrondissement. Effectivement. Alors moi j'ai cherché, je me suis dit, mais quel rapport avec... Parce que une particularité de votre maison d'édition, c'est qu'il y a, allez, on va dire 80%, j'exagère pas trop, de production du domaine étranger. Donc je me Tout suis à dit, fait. rapport avec la dame, la Reine Blanche. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc en fait c'est tout simple. Comme Tout quoi, simple. c'est Voilà. efficace, j'ai envie de dire. On retient. Oui, au début, la graphiste qui a créé le premier logo. Elle a surfé sur ce nom avec des couronnes, etc. Et j'ai changé le logo depuis. Je le voulais beaucoup plus moderne. Voilà. Il est efficace, la Reine Blanche, tout écrit, on comprend très bien. Les gens aiment bien finalement. Souvent, on m'appelle la reine. Il y a même quelques amis, enfin, quelques amis éditeurs. Quand ils me croient dans un salon du livre, ils m'appellent Bonjour Majesté. Enfin, Oui, c'est c'est drôle. très drôle. C'est très drôle parce que je suis absolument pas monarchique, enfin, républicaine jusqu'au bout des ongles. Donc, c'est amusant. C'est Alors, amusant. vous avez créé votre maison d'édition, hein, qui a une particularité aussi, donc vous l'avez dit, vous avez donné la part belle aux œuvres courtes, donc aux nouvelles. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que alors c'est pas évident, parce qu'effectivement la nouvelle en France c'est pas le format qu'on aime lire, que les libraires défendent. Comment ça se passe quand on est éditeur de nouvelles? C'est compliqué? Il y a des embûches ou c'est très facile? Alors, moi, je trouve que les seuls... moi, je n'ai pas vraiment une réelle conscience de ces embûches. Personnellement, je ne les ai pas vécues. Au contraire, en général, dans un salon, quand je dis que je n'édite que des nouvelles, souvent, j'ai... Ah ben tiens, pour une fois, j'aime beaucoup et les gens s'arrêtent. J'ai très peu de... Ah non, j'aime pas, je ne lis que des romans. Très, très peu. Donc, moi, franchement, je n'ai... Alors, peut-être aussi que ça...
c'est lié au choix de mes auteurs et des textes que je traduis, bien Mm. sûr, certainement. Euh, et enfin que je traduis ou que je fais traduire, hein, bien sûr, je ne traduis pas tout. Et voilà, mais j'aime énormément ce genre que j'ai toujours aimé, que j'ai découvert bien sûr grâce à Maupassant, comme je dirais 99% des Français, et ou voire même francophones, et que je pratique. Et oui, voilà, j'aime ce genre et je voulais le défendre. En France, oui, on a des novellistes, mais alors est-ce que c'est compliqué de trouver des auteurs étrangers qui écrivent des nouvelles? Comment vous faites pour sélectionner justement ces auteurs qui... Alors, pour les Espagnols, c'est très simple. Quand je vais en Espagne, je vais dans les bibliothèques, dans les librairies et je fais mon petit choix. Bah, souvent aussi, j'ai mes deux meilleurs amis dont je vous parlais qui m'offrent des livres. Hein, beaucoup d'ailleurs, Récits verticaux et Livres des silences m'ont été offerts par Alors, ces je vais deux les montrer. amis-là. Oui, Alors, le livre des silences, le voilà. voilà. Donc ça, c'est un récit. Alors, justement, là, on a à l'écran un de la collection. La particularité, c'est qu'il y a une illustration ou une photo. Donc, ça veut dire qu'à Alors, la maison d'édition, il y a des illustrateurs, il y a des préfaciers ou des postfaciers. Je sais pas, on dit postfacier, tout je à crois. fait, Hein, tout à fait, tout à postfacier. fait. Et donc, Alors, c'est une je marque. voulais, oui, pardon. C'est une marque que vous avez voulu parce qu'ils sont. Alors, est-ce que vous en avez un à côté de vous, Isabelle, livre? Oui, Il a un donc format, ils ont un des formats particuliers et ils oui. ont un cadrage aussi particulier. L'illustration, soit elle est au milieu, soit elle est un peu Exactement. sur le Alors, côté. ça, c'est l'avant-serrage, c'est la première mouture et le livre des silences, c'est la seconde. On a voulu, avec le nouveau logo, beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, et puis en fait, une disposition relativement classique en centré. Voilà. Mais vous avez raison. Je voulais toujours associer littérature et beaux-arts parce que quand j'étais petite, j'appartiens à une génération qui lisait la Bibliothèque rose, la Bibliothèque verte et la Bibliothèque rouge et or. Et personnellement, enfant, je pouvais passer des heures devant les illustrations qui étaient insérées. Et j'ai voulu reproduire ça pour des adultes. Donc effectivement, j'engage des illustrateurs qui lisent les textes et qui s'en inspirent pour les illustrer. Alors, il y a minimum 2 illustrations, maximum 4. Ça dépend de l'épaisseur du livre, tout simplement. Et ces illustrateurs, ce sont soit des dessinateurs ou des peintres, soit des photographes. Donc, D'accord. par exemple, un autre livre espagnol, ben là, c'est un photographe qui a illustré. Alors, il y a deux collections hein, dans votre maison Oui, d'édition. Il y tout à a fait. les nouvelles et récits dont on a parlé et il y a aussi la collection Voilà. Petite Rivière. Alors, c'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est le contenu. C'est que la collection Nouvelles et Récits, il y a soit des recueils de nouvelles, soit des récits, donc des volumes qui font, on va dire, un minimum d'une petite centaine de pages comme minimum. Et puis la collection Les Petites Rivières, qui, elle, n'a qu'un seul texte. Alors, la collection Les Petites Rivières, l'idée m'est venue pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, rien ne se passait. Les salons du livre avaient été annulés, enfin bref, tout le monde, tous les auditeurs le savent. Et puis les libraires avaient fermé, bien évidemment. Et je n'ai publié qu'un seul livre pendant toute la durée du confinement. Et puis là, je me suis dit, il faut que tu trouves une idée. Ça va t'occuper. Et souvent, quand je lis des recueils de nouvelles, enfin souvent, mais de temps en temps, quand je lis un recueil de nouvelles, l'ensemble ne me convainc pas. Mais une nouvelle m'a énormément plu. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser passer l'intérêt de cette nouvelle, même si l'ensemble n'est pas convaincant. Et j'ai eu l'idée de créer une collection qui pourrait accueillir une seule nouvelle. Et ça a été Les Petites Rivières. Et alors là, Les Petites Rivières,
comme j'étais revenue au Vésinet dans ma ville natale, eh bien, j'ai voulu rendre hommage et les petites rivières, c'est le nom que l'on donne aux canaux qui ont été créés par le comte de Chouleau quand la ville du Vésinet a été créée au milieu du 19e siècle, sous Napoléon III. Et, mais après, j'ai eu une autre idée, à savoir que, effectivement, un reproche qu'on fait souvent au recueil de nouvelles, c'est oui, alors le recueil de nouvelles, je l'ai acheté, mais franchement, il y en a que trois ou quatre qui m'ont plu et les autres, bof. Et je me suis dit, quand quelqu'un hésite à acheter un recueil de nouvelles pour cette raison, qui est justifiée, pourquoi pas? Même si ces mêmes personnes ne se posent pas la question quand ils achètent un CD de savoir s'ils vont aimer toutes les chansons. Parce que pour moi, le CD et le recueil de nouvelles, c'est quasiment la même chose. Vous avez raison, vous avez raison. Et donc, je me suis dit, bon, bah, cette personne, elle n'a pas envie de dépenser 14, 15, 16 euros pour quelque chose qui peut-être ne va pas lui plaire. Alors, est-ce que je ne pourrais pas extraire une nouvelle de ce recueil que j'estime représentative et lui proposer d'acheter cette nouvelle qui est donc à un prix bien moindre? Et si cette nouvelle lui plaît, eh bien, éventuellement lui dire, bah, si ça lui plaît, achetez le recueil et puis offrez la petite rivière, puisque de toute manière, elle Alors, sera dans le recueil. et comment vous faites pour le vendre qu'une histoire? C'est-à-dire en numérique? Ou vous Ah non, l'imprimez? non, non, Ah oui, hop, oui, la voilà, collection, voilà, oui, oui, c'est ça. Mm. la collection. Et donc, ça m'a permis aussi, par exemple, dans des recueils, par exemple, L'Appel du loup de Melchior Wendenberg, qui est un auteur suisse-allemand, l'éditeur suisse-allemand que j'avais rencontré au Salon du Livre, au Grand Salon du Livre de Leipzig, m'avait offert le recueil de nouvelles que je ne trouvais pas concluant parce que je le trouvais très répétitif, mais cette nouvelle m'avait beaucoup plu pour un effet narratif qui m'a interpellée. Et j'ai contacté l'éditeur en disant, est-ce que vous accepteriez de me vendre les droits que pour cette nouvelle? Il m'a dit, je demande à l'auteur. L'auteur a tout de suite été d'accord. Et voilà. Et Alors, voilà. vous éditez quoi comme... alors, il y a l'espagnol, l'allemand, le turc. Le, le turc et le danois. Pour D'accord, l'instant, ce sont les c'est- quatre langues étrangères publiées à la Reine Blanche, mais j'aimerais beaucoup, je suis en pourparlers avec des traducteurs de l'italien et des traducteurs du grec, que j'aimerais beaucoup. anglo-saxon, ça vous intéresse pas? Alors, Parce euh, que, en général, un auteur français, lui, rêve d'être traduit en langue anglaise, mais voilà. ouais, Souvent, ils sont traduits en espagnol, en italien, en russe. Dans les pays scandinaves, ils sont aussi. ouais. Mais c'est très compliqué d'être. En fait, c'est le Graal pour un auteur français d'être traduit en anglais. Et alors, vous, ça vous intéresse pas? Ben, disons que, suite toujours conséquence de ma thèse de doctorat, j'en ai déduit que les auteurs anglophones n'avaient pas franchement besoin de la Reine Blanche pour se faire connaître en France, qu'ils étaient déjà bien représentés, voire surreprésentés dans les traductions en français. Et je ne dis pas que je les exclus, mais ils ne sont pas ma priorité. Cela dit, j'ai eu des propositions de traducteurs de l'anglais, mais les textes qu'ils m'ont proposés ne me convainquaient pas. Il y a eu un livre quand je suis allée à Londres. Je vais dans les librairies toujours parce que c'est la littérature anglophone bien sûr m'intéresse, mais et j'ai découvert un récit que j'ai trouvé vraiment bien et j'ai proposé à une traductrice de l'anglais de le traduire. Eh bien, elle a contacté l'éditeur britannique qui n'a jamais répondu. Donc voilà, il y a D'accord. ça aussi. Si Et, l'éditeur britannique ne répond pas, on ne peut pas faire grand-chose. alors, Mais disons qu'ils ne sont pas la priorité. C'est très clair. si je résume bien et si j'ai tout compris à votre parcours dans cette maison d'édition, vous êtes donc la fondatrice de la création Oui, de cette maison d'édition, vous êtes traductrice, vous avez oui, écrit, on est d'accord. oui. Il y Euh, a deux recueils que j'ai publiés dans ma maison d'édition, parce que, n'est-ce pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. et vous êtes Mais j'ai publié aussi deux romans qui sont dans d'autres maisons d'édition. donc vous éditez aussi d'autres. Alors, est-ce que c'est vous qui vous occupez des auteurs français ou c'est quelqu'un d'autre? Au début, je m'occupe de tout. Enfin, je suis seule et D'accord.
je suis, enfin, au début, j'étais seule, donc c'est moi qui choisissais les textes. Il y a le premier auteur français que j'ai publié, c'est Arnaud Genon avec un magnifique texte qui s'appelle Les indices de l'oubli, voilà, qui a gagné le prix Place aux Nouvelles en 2021. D'accord. Et avec Arnaud, nous sommes avec le temps liés d'amitié. Et quand j'ai commencé à recevoir plus de 150 manuscrits par an, eh bien, je me suis dit que c'était pas possible. Et donc, j'ai commencé à créer un comité de lecture. Et par exemple, Arnaud en fait partie. Je lui ai demandé. Lui, il est tout à fait partant pour l'aventure. Et maintenant, j'ai aussi dans mon comité de lecture une de mes anciennes collègues voilà, qui me suit, qui me soutient depuis mes débuts. Donc nous sommes, et puis il y a un autre auteur que je n'ai pas encore publié, mais que j'ai rencontré à Place aux Nouvelles, et qui s'appelle Franz Griers, et qui est nouvelliste, et avec qui je me suis liée d'amitié. Et voilà, donc nous sommes quatre, si je me trompe pas, oui, Arnaud, Franz, Geneviève et moi. Nous sommes quatre dans le comité de lecture maintenant. Parce que ça va être compliqué de faire un peu tous les métiers. Alors, quand on est j'allais dire petite, mais pas forcément petite au sens. Ah C'est bah quand si, même un, petite, on peut le c'est dire, oui, un oui. combat. Vous faites tous les métiers, en fait. Oui, Une tous les maison métiers, d'édition j'ai toutes les classique, casquettes. Oui. Et vous c'est devez- passionnant en fait. oui, c'est C'est passionnant, mais passionnant. est-ce que vous arrivez à prendre de la distance? Parce que quand on est éditrice, après qu'on est traductrice et qu'après on écrit, est-ce qu'on arrive à... Je vois où vous voulez en venir. Euh, oui, un peu ce dont on a parlé ce matin en off. Ouais. Voilà. Donc, oui, je suis effectivement le petit défaut d'avoir autant de casquettes, c'est l'exigence. Une exigence qui s'accumule. Et puis, bon, mon âge, hein, vous voyez mes cheveux blancs. Euh, Ça veut donc, rien dire, hein, parce qu'on peut avoir 25 ans et les cheveux blancs, hein, je vous le dis. c'est vrai, mais non, moi, ils sont venus avec l'âge. Et l'expérience. euh, le nombre de livres que j'ai lus, bien sûr, le, le- un certain, des choix, bien évidemment, certains choix. Par exemple, moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie dans une œuvre littéraire, c'est la qualité du processus narratif. À savoir, pour moi, un bon écrivain, c'est celui qui réfléchit au processus narratif adéquat à l'histoire qu'il veut raconter. J'ai j'ai été interloquée par et fascinée par différents écrivains, notamment un espagnol, Fernando Aramburu, dont le titre Patria, le roman Patria, a Et été chez traduit Actes en Sud, français. qui est disponible chez Actes Voilà. Sud maintenant. Mais il a publié un recueil de nouvelles qui est encore inédit en français et qui, pour moi, est un des meilleurs exemples de cette idée de processus narratif. Parce que tout est lié, bien sûr, au terrorisme de l'ETA, puisque c'est sa thématique, mais chaque nouvelle a un processus narratif différent, et ça, j'avoue que j'ai une immense admiration pour cela. Sauf que maintenant, bon, pareil pour Emilia Pardo Bazán, que dont j'ai traduit deux recueils de nouvelles. Je crois que vous en avez un, Naufragé, Alors oui, je vais le montrer. qui est le deuxième que j'ai publié. Voilà. Emilia Pardo Bazán aussi m'a énormément appris pour le genre de la nouvelle. Je la cite, elle déteste le bavardage. Je dirais même le bavassage. Et elle estime qu'il faut aller droit au but. Elle dit, je, je la cite de mémoire, elle dit que si la soupe ne prend pas dès les premières lignes, c'est fichu. Il faut que la nouvelle prenne aussitôt. Ces nouvelles sont en général très courtes. Elles font, dans mon édition, c'est-à-dire 11-18, elles font 3-4 pages,
quelque chose comme ça. Et le fait est qu'elle a un don incroyable pour embarquer le lecteur immédiatement et faire en sorte que c'est souvent ce qu'on reproche à une nouvelle, quand elle se termine, on a une impression de trop peu. Et bien avec Emilia Pardo Bazán, non. Elle a ce don de faire en sorte que cette nouvelle, euh, elle ne devait durer que ces 4 ou 5 pages, que plus ça aurait été délayé. Est-ce qu'un jour, ou alors est-ce que c'est complètement fermé, il y aura à la Reine Blanche des romans qui seront publiés? Non, vraiment, j'ai créé ma maison d'édition sur les formes courtes et pour défendre les formes courtes. Alors, vous êtes une Vraiment, lectrice. J'imagine que vous lisez des tout à romans. fait. Vous ne Ah, lisez pas que complètement. des Oui, je romans. suis en train d'en lire un en ce moment d'ailleurs. Ouais. Alors, justement, est-ce que le fait que ce soit votre métier d'être éditrice, correctrice et aussi autrice, ça change Mhm. votre regard sur ce que vous lisez? Bien sûr, je ne, depuis que je suis éditrice, je lis un livre, un crayon à la main et je relève, ah ça c'est aussi un défaut de professeur, je relève toutes les fautes et je les note. Je note la page de l'erreur. Parfois, quand j'ai le temps, j'envoie à l'éditeur en disant, voilà, j'ai repéré, ce sont parfois des coquilles, mais ce sont parfois des fautes grossières, ce qui montre à quel point les éditeurs font l'impasse sur les correcteurs ou alors la Qu'est-ce qu'il vous qualité répond? des... Qu'est-ce que l'éditeur vous répond? Il vous répond? Non, jamais, Parce que alors, jamais. Je moi j'ai eu pense qu'il est un peu vexé. Moi, jusqu'à là, quand j'étais libraire, il m'est arrivé de trouver, alors beaucoup plus grave, des incompréhensions. On peut avoir Ah des fautes oui. graves, des fautes d'oubli, c'est logique. Quand nous, souvent, le libraire, on lit, c'est des épreuves non corrigées. Donc, ça porte bien le nom, non Mhm. corrigé. Et moi, c'est pas pour mettre le point en disant, ah, vous n'avez pas fait votre boulot, c'est juste pour rendre service. Mais on m'a toujours répondu. Soit on m'a dit merci, soit on dit on va vérifier ce qui se passe, machin. Et vous, on ne me répondez jamais. Mais peut-être qu'ils l'ont jamais reçu aussi, hein. Je ne veux pas leur jeter la pierre, puisque moi j'écris au contact général de la maison d'édition, parce que quand c'est Gallimard, allez trouver le bon correspondant. Par Et vous, exemple, ça vous est déjà arrivé en tant qu'éditrice de recevoir un mail soit d'un lecteur, soit d'un professionnel en vous disant, dans un de vos livres, j'ai trouvé... oui, oui, de mon directeur pédagogique à l'université, effectivement. Et alors, ça vous a Mais fait quoi? Quand c'est- ça m'a... Ah non, j'ai tout de suite noté et en disant que ben, à la réimpression, je corrigerai. Mm. Et je remarque moi-même, alors ça c'est insupportable, quand je remarque moi-même encore des coquilles ou des erreurs dans mes propres livres. Ah, je supporte pas ça, vous pouvez pas imaginer. Qui fait la correction chez vous dans votre maison d'édition? Alors, une de mes anciennes collègues, qui est implacable, enfin, en fait, l'avantage d'être professeur de FLE, français langue étrangère, c'est que on est professeur de grammaire et d'orthographe. Donc, on est rodé à repérer ce genre d'erreur et les deux collègues, autant celle qui est au comité de lecture que celle qui est correctrice, euh, sont des professeurs de FLE. Mm. Et donc elles ont l'habitude et elles repèrent ce genre d'erreur. Mais parfois, eh ben oui, on en laisse passer. Ouais, j'imagine. Alors, j'aimerais bien qu'on Ouais. parle un peu technique, ou je sais pas comment on fait pour éditer en France un roman étranger. Est-ce que vous pouvez nous parler des droits? Alors, parce que quand il y a des Un roman, vous voulez dire même de nouvelles. en Avec... stream. Oui, Voilà. voilà. Oui, Parce que nous, on a fait des émissions sur les droits audiovisuels quand un livre était adapté au cinéma. J'imagine qu'il y a des droits aussi bien euh, sûr. dans tout ce qui est... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bien sûr. Volontiers. Alors, quand un texte étranger m'intéresse, il faut savoir si l'auteur est dans le domaine public ou pas. Oui. Alors, dans le domaine public, ça veut dire pendant 70 ans, à partir de la mort de l'écrivain, l'auteur n'est pas dans le domaine public. Il faut donc demander l'autorisation aux ayants droit, s'il y en a, ou à l'éditeur qui l'a publié dans la langue originale. Si l'auteur est mort depuis plus de 70 ans, à ce moment-là, il est dans le domaine public et je n'ai pas besoin de demander les droits de traduction.
Maintenant, si l'auteur n'est pas dans le domaine public, donc première chose que je fais, je contacte l'éditeur. En général, c'est l'éditeur, hein, qui lui est toujours en lien avec les ayants droit, s'il y en a encore. Ce sont les descendants, hein, les enfants, les Oui, oui. petits-enfants, etc. Et donc, l'éditeur me dit oui ou me dit non, et nous discutons des frais, parce qu'il y a des droits à payer, et nous discutons du montant de ces droits. Très souvent, mon expérience a été que c'était très simple, qu'il n'y a pas eu de marchandage, mais un très mauvais souvenir avec un livre où le marchandage, j'avais l'impression d'être au souk de Marrakech, euh, a duré des mois et des mois, avec sans arrêt ah, mais si je vous donne ci, alors vous me donnez ça. Ça m'a énervé, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais bon, j'ai fini quand même par accepter grâce à l'intervention d'un collègue éditeur de la langue en question qui avait travaillé avec cet éditeur-là aussi, et qui a dit ça suffit, voilà, arrêtez vos exigences complètement malvenues. Mais, et une fois que le texte, que les droits de traduction sont achetés, eh bien, je dois trouver un traducteur, mais en général, je l'ai trouvé, le traducteur, parce que en général, c'est lui qui m'a proposé le texte. Quand ce n'est pas, enfin pour le turc et le danois concrètement, ce sont les traducteurs qui sont venus vers moi. Et donc je signe un contrat avec le traducteur et là je dois le rémunérer selon un barème qui est imposé par ou conseillé, fortement conseillé par l'ATLF, à savoir l'Association des traducteurs littéraires de France. Et si je demande une subvention, notamment au CNL, il y a des exigences, un tarif minimum, un nombre de tirages minimum, etc. Et alors pour les livres espagnols, j'ai obtenu une subvention de l'Espagne pour quatre textes, quatre recueils ou récits. Et pour le turc, c'est le CNL qui a subventionné. Mais le traducteur coûte très cher. Enfin, le tarif dépend de la langue, bien sûr, de départ. Vous pensez bien que le danois, plus la langue est rare, plus le tarif est élevé. Donc, danois et turc, ça m'a coûté très cher. Alors, Voilà. justement, qu'est-ce que je voulais dire? Vous imprimez où? Vous imprimez en France vos livres? Alors, au début, j'imprimais en France, euh, en offset. Ouais. Et puis, bah, avec le temps, on apprend, on discute avec d'autres éditeurs. Et notamment, je me suis liée d'amitié avec un éditeur espagnol qui m'a dit, mais c'est beaucoup trop cher ce que tu fais. Et puis maintenant, l'impression numérique est de tellement bonne qualité que ça vaut pas le coup d'imprimer en offset. Et je te donne le contact de mon imprimeur qui est à Madrid. Et maintenant, oui, j'imprime chez lui. Donc, mon imprimeur est espagnol et madrilène. Donc européen. Je reste quand même dans la communauté européenne. Pour moi, c'est très important. Et puis, un imprimeur espagnol, pour moi, ça a du sens puisque Ah je oui. traduis beaucoup d'espagnol. Donc, c'est un petit peu encore un hommage. Et puis, de toute manière, le commercial est français. Et il fait de la très bonne qualité. En fait, on ne voit pas la différence entre les livres imprimés en numérique en Espagne et les livres que j'ai imprimés en offset en France. Et est-ce que vous vous doutiez quand votre ami vous a dit ben, pourquoi tu crées pas ta maison d'édition, qu'il y avait tout ça derrière, c'est-à-dire trouver un imprimeur, tous les droits. Comment vous êtes renseigné comment en fait? Parce que comment on Alors, exactement? comme tout métier, on apprend sur le tas. Ouais. Donc, j'avais conscience que il fallait que le premier collaborateur que devais trouver, c'était le graphiste, Oui. clairement. Là, euh, il m'a été conseillé, enfin elle, puisque c'était une femme, et donc il fallait créer le logo et eh bien la charte de couverture, donc qui est celle-là, la première, et le logo, donc celui-là. Et, et puis après, il fallait que je trouve un imprimeur. Et en fait,
donc c'était la Ballerie au départ. Et j'ai eu la commerciale avec qui j'ai eu contact a été vraiment extrêmement sympathique puisqu'elle m'a envoyé des tas d'échantillons de papier parce que j'avais besoin de toucher. Je suis très tactile hein, pour les livres comme beaucoup d'entre nous. Et donc elle comprenait ça parfaitement. Elle m'a envoyé dans une adresse dans le sud, en banlieue parisienne. D'un dépôt de papier pour que je vois tous les papiers, que je les touche et que je vois ce que je voulais et que je lui dise après quel papier je désirais. Et voilà, j'avais trouvé l'imprimeur. Et le traducteur, ben, comme c'est les premiers livres étaient traduits de l'espagnol, donc le traducteur c'était moi. Et, euh, et voilà, je pense que le plus important, c'est ça. En premier, il faut trouver le graphiste et il faut trouver l'imprimeur. Vous avez combien d'auteurs au catalogue à l'heure actuelle, aujourd'hui? Ah, combien d'auteurs? Bonne question. Parce que donc Emilio Pardo Bazán est deux fois, donc ça fait 14 auteurs. Ah non, 14 auteurs dans la collection Nouvelles et Récits. Et il faut rajouter une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, 5. Donc ça fait 19 auteurs. 5 en Petite Rivière. Qu'est-ce qu'il faut écrire pour avoir que vous ayez le coup de cœur, que vous ayez le flash, quel genre de... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un auteur... Parce que j'imagine que là, dans nos spectateurs, il y a des gens qui écrivent des nouvelles, qui ne le disent pas. À la fin, ils se disent, tiens, mais finalement, pourquoi je n'enverrai pas à la Reine Blanche mon manuscrit? Qu'est-ce que vous retenez, vous? Qu'est-ce qui vous touche dans ce que... Qu'est-ce qui fait que ça y est, c'est... Ce que je disais sur Emilia Pardo Bazán, à savoir d'être embarqué dès les premières lignes. C'est tout, ça suffit. Et Si ah, l'amorce, la première phrase vous embarque, vous signez. on va pas la première phrase, on va dire le premier paragraphe, quand Ah, même. c'est Ne soyons différent. pas si sévères, ne soyons pas si sévères. Le premier paragraphe, ah ben je continue. Moi, tant que j'ai envie de lire, je continue. Et un manuscrit qui me plaît, c'est un manuscrit que j'ai lu en entier. En général, en fait, c'est comme ça qu'on procède au comité de lecture. On a beaucoup tâté et maintenant on procède comme ça. C'est-à-dire, comme on reçoit trop, on est tous, en fait, on est tous professeurs dans ce comité de lecture. Et donc, on a un travail exigeant à côté et on a décidé de procéder de cette façon. Donc, je l'explique au cas où, parmi les auditeurs, comme vous le dites, il y aurait Les des, candidats. ar- des candidats à la publication. Euh, Tout est sur le site, tout est expliqué sur le site, mais voilà ce que nous avons décidé. Tout d'abord, on demande aux nouvellistes de nous envoyer une présentation de son recueil sans nous dire ni son nom, ni son sexe, ni s'il est jeune, s'il est vieux, s'il a de l'expérience, quel est son métier. Non, complètement anonyme, seulement le texte, seulement son recueil, et dans sa présentation, il faut qu'il fasse tout pour nous donner envie de lire son recueil. Et donc on lit d'abord toutes ces présentations, toutes. Donc si on reçoit 160 manuscrits, on va lire 160 présentations. Et on a un petit tableau avec oui, j'ai envie de le lire, non, j'ai pas de le lire, ou peut-être que j'aurais envie de le lire, avec bien sûr des points. Et on ne retient finalement, donc on accumule les points des 4 membres du comité de lecture, et et on ne retient que ceux qui ont obtenu au moins 6 points. D'accord. Alors, je vais rappeler quand même que ceux qui veulent candidater, ils peuvent aller voir tout ça sur le site qui est édition de la Reine Blanche.fr. C'est important. Allez, à l'onglet Contact. À l'onglet contact, comme ça, vous avez tout. Je voulais Exactement. savoir, est-ce que dans votre catalogue, un auteur que vous avez édité, est-ce qu'il y en a un qui vous a ému, qui vous a surpris ou qui vous a bousculé? Oh, il y en a beaucoup, bah, je dirais presque tous. Mais Et euh, particulièrement, hein, qui vous a vraiment presque bluffé. alors, Vous aviez aimé son texte, et bien en le lisant, en le traduisant, ou voilà. Est-ce qu'il y a un truc, un auteur? c'est Max Aub. Je vis. Euh, alors, je vais vous le montrer.
C'est ça. Donc là, ce texte a été édité en espagnol par justement cet ami éditeur. C'est comme ça que nous sommes devenus amis. Quand je vais régulièrement à la Feria del Libro à Madrid, c'est-à-dire au grand salon du livre de Madrid, et je me suis arrêtée sur le stand de cette maison d'édition. J'aime beaucoup Max Aub, hein, je le connais déjà, cet auteur, un auteur du XXe siècle, hein, il est mort en 1972. Et j'ai vu un texte que je ne connaissais pas. Et donc je le prends dans la main et là l'éditeur me dit, ah mais vous connaissez pas ce texte? Je dis, ben non, je l'ai encore jamais lu, je connais ça ou ça de lui. Il me dit, ah mais alors là, je vous l'offre. Je- Oui, parce que je lui avais dit que j'étais traductrice. Je me présente comme traductrice au Salon du Livre, traductrice de nouvelles et à la recherche de nouvelles à traduire en français. Donc il me dit, je vous l'offre. C'est un texte court, hein, vous voyez, en français, il est épais comme ça. Je l'ai lu et j'ai été, mais subjuguée, parce que c'est un texte d'une finesse, d'une délicatesse. C'est de la prose, mais elle est très poétique. Donc ça, il faut le savoir aussi, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, euh, ce qui m'a fasciné, c'est que Max Aub est capable d'aller d'un genre à un autre. Il est très connu en France pour un recueil qui s'appelle Les Crimes exemplaires, qui est publié chez oh là 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 là, Phébus, hein, Mhm, chez ouais. Phébus, et qui est un recueil d'humour noir. Voilà, puisque ces crimes exemplaires, ce sont des assassins qui expliquent parfois en une seule ligne pourquoi ils ont tué. Et ce texte-là, mais c'est tout. Non, mais on bascule dans une autre dimension. C'est un hymne à la vie, parce que le titre parle de lui-même. C'est un récit. Premier chapitre, le héros qui s'appelle Enrique se réveille dans son lit. Dernier chapitre, il se recouche. Et entre les deux, il a joui de la vie. Alors, il habite au bord de la mer, sans doute à Valence, puisque Max Aub habitait à Valence. Donc bien sûr, il va aller à la plage, il va se baigner, il va préparer son déjeuner, il va aller se promener dans la nature, il va rencontrer sa fiancée, ils vont aller se promener dans la forêt, ils vont faire l'amour. Fait, il y a un passage d'un érotisme magnifique. Enfin, c'est sublime. Et alors en le lisant, j'ai été mais embarquée dans ce lyrisme merveilleux, cette jouissance de la vie. Et en le traduisant, j'ai maudit Max Aub. Mais je l'ai maudit, vous pouvez pas savoir, parce que une chose c'est de lire, l'autre chose c'est de traduire, parce que là on est confronté à toutes les difficultés du texte. Et, euh, et voilà, quand un auteur vous met parce que Max Aub est un amoureux des mots, il veut aller au plus près de la description, de la sensation ou de l'objet, et il va vous aligner cinq six adjectifs qui sont quasiment tous synonymes ou cinq six verbes qui sont quasiment tous synonymes, et vous devez trouver les adjectifs et les verbes en français qui sont synonymes et parfois, il joue avec les assonances, parce que voilà, il est poète aussi. Il joue avec le rythme, c'est-à-dire que vous avez le premier adjectif, il a deux syllabes, le deuxième, il en a trois, etc. Et à vous de trouver, je l'ai maudit. Alors Isabelle, là, vous m'avez vendu, j'ai envie de lire. J'ai envie d'aller acheter ce livre. Je fais comment? Je vais dans une librairie indépendante et je trouve... Comment vous êtes diffusé, en fait? Comment vous... Alors je ne suis pas diffusée, je suis distribuée par Pollen. Donc, si vous allez dans une librairie, vous commandez, je doute que le libraire ait mes livres, il faut pas, Alors faut justement, comment être vous faites? réaliste. Vous allez voir les libraires? Vous faites le... Oui, alors je me concentre surtout sur les libraires parisiens. Certains m'ont beaucoup soutenu, et puis bon, les aléas parfois. Les libraires, enfin, je ne sais pas si c'est en général, mais en tout cas parisien, j'ai l'impression, puis d'après mes conversations avec mes collègues éditeurs franciliens, les libraires parisiens ne sont pas très très ouverts aux éditeurs indépendants. Et
ce qui est fort dommage, mais on lutte, on lutte, on lutte, hein. Les associations il y en a deux grandes, hein, d'associations d'éditeurs indépendants, font tout, et on ne désespère pas d'encourager les libraires à soutenir plus l'édition indépendante. Donc, mais n'importe lequel de nos auditeurs peut aller dans sa librairie, Et commandé. commander le livre, le libraire pourra tout à fait le faire, et la demande partira au distributeur qui enverra le livre au libraire. Alors, j'ai pas vérifié, mais sur votre site, on peut acheter aussi ou pas du tout? Bien sûr, Ah, mon site et alors bien sûr, je préfère ça, d'autant que c'est moi, je reçois la commande instantanément et je l'envoie maximum dans les 48 heures, mais en règle générale, je l'envoie dans les 24 heures. Il suffit que j'aille à la poste, hein. alors, pour ceux qui ont envie d'acheter là, dès que ça sera terminé, sur notre page, sur la page dédiée à la rencontre, il y a, vous pouvez acheter, vous cliquez pour acheter, vous serez redirigé sur le site donc des éditions de la Reine Blanche.fr et vous pourrez acheter donc les livres dont on a parlé ce soir ou autres livres présentés dans le catalogue parce que vous verrez, ils sont plus beaux les uns que les autres. Et je précise que sur chaque livre donc a sa propre page. Et pour la collection Nouvelles et récits, le petit texte de présentation est suivi en dessous, il y a toujours deux extraits. Ouais. Et pour la collection Les Petites Rivières, c'est l'Incipit, donc en général le premier paragraphe de la nouvelle. Alors, vous arrivez à être éditrice, traductrice, autrice et prof. Oui. Comment? Bah, disons que tout se mêle puisque le point commun, c'est la Oui. littérature. Donc j'ai un peu l'impression d'être dans la mer de la littérature et chaque vague, et je surfe sur chaque vague. C'est un plaisir immense puisque la littérature est ma passion. Donc, ce n'est pas un poids. Ce qui est un poids, en revanche, c'est ce qui n'est pas de ma compétence, comme, bon, la comptabilité, j'aime parce que les mathématiques ne me rebutent pas. Et puis surtout, j'adore éditer les factures. Parce Donc qu'il vous faut êtes chiffre et lettres, vous êtes les deux en fait. voilà. Mais en revanche, l'expert comptable est aussi mon meilleur ami. Ah, Voilà. Et puis aussi le webmaster est aussi mon meilleur ami. Voilà. vous ne regrettez pas en fait d'avoir sauté le pas, d'avoir créé votre maison d'édition. Si Pas c'est du confortable, vous tout, le pas du referiez. tout. Ouais. Et je dirais même que quand je serai à la retraite de mon métier d'enseignante, oh, je pourrais me consacrer à la maison d'édition à 100%. Et là, oui, je pense que je ferai un effort accru pour contacter les libraires et les encourager à prendre mes livres et à les défendre. Et le numérique, vous y êtes mis ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, il y a, alors, alors, ça ne concerne pas les petites rivières parce que les petites rivières en numérique, ça vaut pas le coup. Ça concerne que la collection Nouvelles et Récits. Ils sont presque tous en numérique. J'avais stoppé à un moment parce que, en fait, la production me coûtait très cher, mais depuis, j'ai trouvé une collègue éditrice m'a conseillé sa propre graphiste numérique qui me prend un tarif beaucoup moins élevé qu'avant. Et cette année, par exemple, sont sortis en numérique, et bien justement, le Je vis de Max Aub et cette année, c'était quoi le premier? Ah, ben, ah oui, et l'été jaune, le Turc. Hein, je vais vous montrer, voilà, le Turc qui est aussi en numérique. Et mon but, c'est qu'à la fin de l'année 2025, tous les nouvelles et récits soient disponibles en numérique. Alors, EPUB. Alors, les premiers sont disponibles en EPUB et en PDF. Et puis maintenant, je ne fais que l'EPUB parce que, alors, j'ai un distributeur numérique qui est Numilog. Et d'ailleurs, si les gens vont sur le site et choisissent d'acheter le livre numérique, ils vont être dirigés vers la page Numilog et c'est là qu'ils achèteront le livre. Est-ce Voilà. que j'ai une question là qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez eu des propositions d'achat pour une adaptation au cinéma? Est-ce que c'est compliqué d'adapter une nouvelle au cinéma? Alors, pas encore, pas encore. En revanche, j'ai eu
l'immense plaisir que deux de mes traductions de Pardo Bazan dans le premier recueil, c'est-à-dire Conte d'amour, ben, on m'a acheté les droits de reproduction pour un livre de quatrième. D'accord. Voilà, les éditions Maison des Langues qui m'ont acheté les droits de reproduction pour leur version papier et leur version numérique. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Mais Extrêmement gratifiant. vous pensez qu'une nouvelle au cinéma, ça serait... Parce que un roman, on La coupe, preuve, oui, bien sûr, c'est que par exemple, le retoucheur de photos, je crois que vous avez, et je vais le montrer. qui vient donc du recueil, qui vient du recueil que j'ai montré tout à l'heure, qui est La valise de Luna. Hein, il est extrait donc de ce recueil. Eh bien, l'auteur, donc Maria Regla Prieto, elle a filmé, elle a créé un film en espagnol, bien sûr, de cette nouvelle qui est visible, j'ai mis la vidéo sur YouTube, sur la propre page YouTube de la maison d'édition. Et donc, on peut le voir en espagnol. Alors, il n'y a pas de sous-titres. Mais effectivement, c'est la preuve qu'une nouvelle peut faire un film, un court-métrage. Là, j'ai oublié combien de temps il dure, mais bon, c'est pas la longueur d'un court-métrage, hein, c'est beaucoup plus court certainement. Et c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé L'avantage, c'est qu'on cette ne coupe vidéo. pas. Par rapport à un roman qui est adapté au cinéma où on fait des coupes drastiques, là, une nouvelle, on peut pas couper, en fait. Ah oui, c'est extraordinaire, mais j'attends les pro. En fait, il y a une de mes propres nouvelles tirée de Couleurs et Sons quand j'étais invitée en tant qu'auteur à Place aux Nouvelles, j'ai lu cette nouvelle en public et une de mes collègues éditrices m'a dit, mais Isabelle, cette nouvelle, elle ferait un très bon film. Il faut que tu contactes tel metteur en scène, mais tel réalisateur. Mais je l'ai jamais fait parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je suis très timide et surtout j'adore mettre les autres en valeur et moi, je passe un peu moi-même, je me mets un petit peu à la trappe. Dans un salon, je ne dis jamais, quand les gens regardent mes propres recueils, je ne dis jamais que c'est moi qui les ai écrits. Et quand ils me demandent de leur conseiller un recueil, c'est très rare que je conseille un des miens. C'est un défaut, je le sais, les gens me le reprochent, mais d'un autre côté, je suis Mandy pas Boline, devenue ouais, Isabelle. éditrice. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah bah oui, non, mais je suis pas d'un autre côté, je suis pas devenue éditrice pour faire ma propre promotion, hein, Oui, donc d'accord. voilà. D'accord. Je vais rappeler, alors on a parlé de Place aux Nouvelles, je vais juste rappeler que c'est une manifestation qui se passe à Lozerte dans le Tarn-et-Garonne où c'est que des nouvelles. Il y a un prix où, voilà, donc en général, c'est Voilà, il y a un prix chaque en année. septembre hein, de mémoire, c'est ça? C'est Exactement, c'est le premier week-end ou le second, le c'est le second, je crois. second week-end de septembre. Exact. Alors, si je pouvais, là, on va pas tarder à conclure l'émission. En tout cas, c'est passionnant parce qu'on a découvert une maison où il y a une niche. En fait, c'est une niche. Les nouvelles, on n'a pas, moi, j'en connais pas beaucoup de maisons d'édition qui, en général, les nouvelles sont. Alors il y a Quadrature en Belgique, mais qui ne fait que de la nouvelle francophone, et puis il y a Antidata en France qui fait aussi que de la nouvelle francophone. Donc, vous avez quand même eu un créneau qui est bien là, en fait. Oui, et il y a récemment une revue littéraire qui s'appelle Graminées, qui s'est consacrée à la nouvelle étrangère, que des étrangers, mais contemporaines, très souvent des écrivains contemporains. Alors, avant de vous laisser le mot de la fin, nous, on se retrouvera la semaine prochaine. On va retourner au roman. Et nous aurons la chance d'avoir Philippe Amotte qui a sorti un roman chez Stock qui s'intitule Et c'est moi qu'on enferme. Donc, il sera question de folie. Isabelle, je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais vous remercier. C'était passionnant de vous écouter. On aurait aimé avoir un prof de français comme vous, aussi passionné, qui nous fasse aimer la littérature. Alors, les profs de français en général nous font aimer la littérature. Parfois, on les déteste parce qu'ils nous font lire des trucs dont on se fout. Mais que finalement, quand on est plus vieux, on apprécie aussi. Donc, en tout cas, je vous laisse le mot de la fin. C'est une belle maison d'édition. On était ravis de vous avoir ce soir. Donc, c'est les éditions de la Reine Blanche. Je remettrai bah, les coordonnées de votre site en dessous de la vidéo. Et ainsi que bah, vous nous avez parlé d'un livre tout à l'heure et je remettrai les références. Voilà. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Isabelle.
Merci. Merci beaucoup Nathalie pour cette magnifique opportunité. Euh, je, je- tous les livres que j'ai publiés, je les aime, bien évidemment. Je les défends jusqu'au bout des ongles. Il n'y en a aucun que je laisse. Les plus anciens sont toujours, euh, font partie de, de, de mon actualité, je dirais. Et si parmi les auditeurs, il y a des auteurs, qu'ils sachent que si un jour ils sont publiés à la Reine Blanche, je ne les abandonnerai jamais. Ils seront toujours sur les tables de mes salons, toujours sur le site. Et à chaque fois que je pourrai, je les inviterai à participer à toutes les manifestations auxquelles je serai conviée. Ben voilà, c'est dit. Donc n'hésitez pas à envoyer vos nouvelles aux éditions de la Reine Blanche. On va Et, remercier. oui, j'ajouterais simplement une petite blague que je tiens justement d'un des éditeurs de Quadrature, que avant d'être auteur de nouvelles, il faut être lecteur de nouvelles. Donc assurez-vous, avant d'envoyer un manuscrit, assurez-vous de lire plein de nouvelles différentes. Ben voilà, tout est dit. En tout cas, moi, je remercie encore une fois la Fédération des éditions, des éditeurs indépendants, donc la FEDEI, de nous avoir permis cette rencontre. Et puis, notre prochain rendez-vous sera sûrement au mois de juin. Je vous souhaite une très belle soirée, Isabelle, et puis allez Merci à vous aussi, lire les Nathalie. livres des éditions de la Reine Blanche. Bonne soirée.